Vous êtes à l'écoute de la radio Sputnik. Aujourd'hui, nous proposons à votre attention un entretien téléphonique entre notre observateur Igor Yazon et son interlocuteur permanent Luc Michel, géopoliticien belge, administrateur général de l'ONG Observation Eurasienne pour la démocratie et les élections et commentateur d'Afrique Média TV. Monsieur Michel se trouve actuellement à Yaoundé, capitale du Cameroun, où il a participé à une conférence internationale sur la lutte contre la piraterie maritime qui connaît actuellement un regain d'activité sur les voies commerciales dans la zone du golfe de Guinée. Luc Michel est arrivé à Yaoundé depuis Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, où il a été invité par le président de la République, Obiang Nguema Mbasogo en personne. Au début de son interview, Luc Michel a évoqué l'audience qui lui avait été accordée par le président de la Guinée équatoriale et a fait part de son inquiétude face au développement en Afrique centrale et qui lui semblait dangereux. Mais bonjour à toi Igor, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sputnik. J'ai effectivement eu un entretien privé de 45 minutes avec le président Nguema Mbasogo, pas en tant que journaliste, mais en tant que responsable panafricain. Et donc nous avons échangé sur tous les grands problèmes de la région, qui sont la sécurité, donc aussi bien la piraterie que le djihadisme, qui sont le virus Ebola évidemment, mais la grande préoccupation de la région, c'est le règne du changement de régime que Washington veut imposer à 13 États africains pour le moment. Il y a aujourd'hui donc un grand sommet international qui se tient au Cameroun à Yaoundé sur la question précisément de la sécurité maritime, de la piraterie. Le golfe de Guinée, c'est une des grandes zones géostratégiques mondiales. L'Africain en a fait la zone africaine prioritaire en géostratégie pour les États-Unis. Quel est l'intérêt du golfe de Guinée? C'est une zone où sont concentrés de nombreux États producteurs de gaz et de pétrole, notamment le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale. C'est une zone qui touche également à une autre zone prioritaire pour les États-Unis, qui est la région des Grands Lacs, donc République du Congo, Burundi, Rwanda. Et l'intérêt des Américains et des Occidentaux est renforcé parce que c'est par le golfe de Guinée que passent toutes les grandes routes maritimes des fournitures qui servent aux industries de l'Union européenne et des États-Unis. C'est là que passent les super tankers pétroliers gazeux, c'est là que passent toutes les productions. La voie maritime, elle part donc du golfe d'Aden, elle contourne la Somalie, qui est la deuxième grande zone d'insécurité maritime, et puis elle remonte le long de la Corne de l'Afrique. Les Américains veulent s'y implanter durablement. Ils le font de deux façons. Ils le font par une série de missions militaires de l'AFRICOM et ils ont le projet d'installer une super base de l'US Navy sur la petite île de Sao Tomé, qui est au milieu du golfe de Guinée, au large des côtes précisément du Cameroun et de la Guinée équatoriale, et d'y implanter une flotte comme il y a la 5e flotte du Bahreïn, par exemple. À partir de ce moment-là, fort curieusement, apparaît dans la région un nouveau grand problème djihadiste qui est Boko Haram. Boko Haram, c'était il y a quelques années un problème uniquement nigérien avec ce qui était, parlons franchement, des bandes armées, des gangs. Aujourd'hui, c'est un émirat structuré qui est en train de bâtir un État qui applique sa loi, avec son armée, avec ses services. Et cet émirat a fait allégeance donc au califat de Daesh, qui se trouve donc à cheval sur la Syrie et l'Irak. Les pays touchés par Boko Haram, c'est le Nigeria, le Niger, le Cameroun et maintenant le Tchad. La réaction des États, ça a été ce qu'on pourrait appeler une alliance militaire entre le Tchad, le Cameroun et la Guinée équatoriale. L'armée tchadienne se bat actuellement sur la frontière nord-est du Cameroun avec le Nigeria et elle s'est battue au Nigeria où elle a vaincu dans plusieurs villes Boko Haram. Le problème, c'est que immédiatement Boko Haram a attaqué le Tchad et le second problème, c'est que cela ne plaît pas visiblement au Nigeria. On a donc stoppé l'offensive des forces tchadiennes, ce qui a sauvé Boko Haram dans de nombreuses localités. Le phénomène djihadiste, il apparaît comme un prétexte à l'intervention orientale, comme l'est la
piraterie. La piraterie, c'est un phénomène réel. Les pertes sont en centaines de milliards de dollars. Par exemple, l'année précédente, le Nigeria a perdu plus de 5 milliards de dollars de production pétrolière qui a été piratée et vendue sur le marché noir. Il y a actuellement un grand marché noir du pétrole où on vend du pétrole volé dans le golfe de Guinée, volé au large de la Somalie, volé en Irak et en Syrie, volé en Libye, et donc tout ça contribue évidemment à la baisse de coût des pétroles, qui est curieusement, je dis curieusement, c'est de l'ironie, l'une des stratégies américaines pour détruire les économies russes et iraniennes. Le grand problème dont j'ai parlé avec le président Biagdema Massogo, qui est, il faut comprendre sa personnalité, il est à la tête d'un petit État, mais très riche, qu'on appelle l'Eldorado du pétrole et du gaz, et le pétrole est utilisé pour développer le pays, qui se présente comme un modèle alternative de développement à l'Afrique. Deuxième caractéristique de la Guinée équatoriale, c'est que le président Biagdema Massogo a repris l'héritage de Muammar Kadhafi vers le panafricanisme. C'est l'État en Afrique qu'on appelle le nouveau cœur du panafricanisme et qui essaye de relancer l'union du continent africain qui était mise à mal par la destruction de la Jamaïria libyenne. Et il est donc une des cibles des Occidentaux, mais il n'est pas le seul. Si vous voulez, on va aborder le problème qui préoccupe tous les chefs d'État. J'en ai longuement parlé avec lui à propos de son pays notamment. J'ai notamment apporté des documents expliquant la machinerie américaine pour lancer des révolutions de couleur en Afrique. Il y a eu un sommet l'année passée à Washington qu'on a appelé le sommet USA-African Leader. Il s'est tenu du 3 au 8 août 2014. À l'occasion de ce sommet, Obama a désigné un certain nombre de pays où lui et les Occidentaux entendaient voir changer les régimes. Il y a la Guinée équatoriale qui est, à mon sens, la cible principale. Il y a le Gabon où il y a une révolution de couleur rampante actuellement, où le fameux Jean-Pic, qui a été un des présidents de l'Union africaine, essaye de s'emparer du pouvoir. Il y a le Cameroun, on va en reparler. Il y a la République Congo où une révolution de couleur est également en route. Il y a le Tchad. On va s'attarder, si vous voulez bien, Igor, au Tchad et au Cameroun, puisque c'est là-bas que le problème se pose à part la Guinée équatoriale. Tout d'abord, le Tchad, il faut comprendre, c'est la grande puissance militaire régionale. Vous savez qu'en géopolitique, Igor, la géopolitique a horreur du vide. Lorsqu'un grand État s'effondre ou disparaît, un autre État reprend son rôle géopolitique. Lorsque la Jamaïria, qui était le grand pivot géopolitique de l'Afrique subsaharienne, a été détruite par les Occidentaux, eh bien, le Tchad a progressivement repris son rôle. Le président Idriss Déby Itno, contrairement à la plupart des chefs d'État de la région, c'est un homme jeune. Il a 54 ans, c'est un ancien colonel parachutiste et il est surtout à la tête d'une armée qui se bat de façon continue depuis plus de 20 ans, qui s'est battue dans des guerres civiles, qui s'est battue dans des guerres régionales. C'est une armée qui est particulièrement adaptée à la lutte contre les djihadistes parce qu'elle connaît le combat de guérilla. Une révolution de couleur, des essais sont faits. Il y a des essais de manipulation de mouvements de jeunesse qui sont opérés, vous connaissez, c'est toujours la même chose, par des organismes de l'État américain, comme le National Endowment for Democracy, Freedom House, l'Open Society de M. Soros, etc. C'est lui qui est le moteur de cette alliance militaire entre la Guinée, le Cameroun et le Tchad, qui est très mal vue par les Occidentaux, puisque il craint soit l'embryon d'une armée panafricaine. Du deuxième chef d'État visé directement, c'est le président du Cameroun, Paul Biya. Lui, c'est un homme âgé, et on essaye de déstabiliser le pays sur son héritage. Obama a déclaré, et le State Department, que Paul Biya devait partir en 2015, mais pour qu'on comprenne, il n'y a pas d'élection présidentielle au Cameroun avant 2018. On ne sait pas très bien donc comment il doit partir. Le Cameroun, immédiatement après cette déclaration de Washington, a vu Boko Haram attaquer dans le nord-est, s'emparer de villages, tuer les villageois.
L'armée camerounaise, qui est une armée très forte, très patriote, est intervenue avec le soutien de toute la population, mais c'est une armée qui n'est pas habituée à la guerre de guérilla. Deuxième attaque contre le Cameroun, l'International Crisis Group, qui est une des sociétés de M. Soros, a fait un rapport accusant le régime de Paul Biya de malgouvernance, de biens mal acquis, de corruption. C'est l'attaque habituelle. Certains partis d'opposition se sont lancés là-dedans et on a vu apparaître dans les capitales de l'Union européenne une opposition fantoche qu'on appelle la CODE, la CODE. Ces gens s'en prennent violemment à Paul Biya et leur but évidemment c'est un changement de régime violent. Pour terminer le tableau, la Guinée équatoriale a des élections générales en 2016 et elle est victime de la même déstabilisation. Il y a en particulier une opposition fantoche non représentée en Guinée équatoriale qu'on appelle la CORET, qui est constituée de différentes branches qui ne s'entendent pas entre elles. Il y a une Corrèze Madrid, une Corrèze Paris et une Corrèze Berlin, par exemple. À Paris, c'est le Quai d'Orsay qui soutient la Corrèze, notamment médiatiquement. À Berlin, c'est le gouvernement de Mme Merkel. Ces gens n'ont aucune représentation en Guinée équatoriale, mais ils se présentent comme le gouvernement alternatif. Le gouvernement de Mme Merkel, qui est la capitale de la Guinée équatoriale, a lancé en réponse à un grand dialogue national ouvert aux partis réels de l'opposition, c'est-à-dire ceux qui sont représentés en Guinée équatoriale même. Et il y a par exemple un gouvernement d'union nationale, le ministre équatorien des droits de l'homme, c'est un des membres de ces partis d'opposition. Voilà, vous avez donc la carte de la région. C'est la région actuellement la plus sensible d'Afrique. Elle touche à d'autres pays qui ont été déstabilisés par les Occidentaux et où il y a le fameux prétexte de la guerre terroriste. C'est la Centrafrique, le Mali par exemple. Je vous en donne donc deux exemples. Et il y a sur les frontières du Tchad cette gigantesque bombe en voie d'explosion qu'est la Libye. La Libye où se réfugient tous les mouvements djihadistes dans le désert saharien, dont les arsenaux pillés de Kadhafi servent à fournir des armes. Et donc on a une région extrêmement instable avec une volonté d'intervention des Occidentaux très nette. Pour terminer le tableau, c'est évidemment la majorité de ces pays, c'est ce qu'on appelait jadis la France-Afrique, c'est-à-dire c'est des pays qui étaient dans cette organisation néocoloniale de l'Afrique que dirige encore Paris, mais qui est en voie d'effondrement. Et un nouvel acteur occidental est apparu, toujours en accord avec l'Afrique comme et l'OTAN, c'est le Berlin de Mme Merkel. Berlin, nous en avons déjà parlé, a lancé un manifeste politique pour le retour de l'Allemagne en Afrique. Ça se fait économiquement de façon discrète mais très rapide, et ça se fait de façon militaire, de façon aussi plus discrète que les Français. Berlin est intervenu il y a un an pour la première fois au Mali. Aujourd'hui, la Bundeswehr est présente dans 13 pays de la région, et elle forme notamment, par exemple, les forces spéciales du Ghana. Vous avez donc le tableau d'une zone qui est une poudrière et qui va être la grande zone de l'instabilité dans les 2 années qui vont venir. Dernier détail pour être complet, pourquoi est-ce que c'est l'instabilité en ce moment? Lorsqu'Obama a annoncé sa vague de changement de régime en 2014, il savait en 2015 et 2016, tous ces États vont connaître des élections. Après le changement de pouvoir au Nigeria, le nouveau président a déclaré qu'il reste un peu de temps pour terminer avec Boko Haram. Mais en réalité, rien ne passe pas. Hein? On va parler franchement, Igor. Les élections se sont déroulées sous la pression de l'Occident. Il y a eu des fraudes très importantes. C'est-à-dire que le président qui a officiellement perdu l'élection, Goodluck Jonathan, a reconnu sa défaite. Son successeur lui a promis l'immunité, mais le parti de Goodluck Jonathan, lui, ne reconnaît pas. Il y a des fraudes importantes dans au moins 5 régions.
Dans le nord du Nigeria contrôlé par Boko Haram, évidemment Boko Haram n'a pas disparu le jour de l'élection, donc il y a beaucoup d'endroits où on n'a voté que dans quelques villes et les résultats ont été pris pour le tout. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Le Nigeria a confié la totalité de l'organisation des élections, donc pas seulement le monitoring, mais aussi l'organisation pratique, à un américain qu'on appelle la NDI, National Democratic Institute. C'est une filiale de la NDP dont je vous ai parlé. C'est à nouveau un de ces organismes qu'on retrouve dans toutes les révolutions de couleur dans le monde, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, au Venezuela par exemple, et aussi en Afrique. Il y avait, je suis allé à Malabo notamment pour ça, devait se dérouler à Malabo le 8 avril un sommet sur la sécurité et la lutte contre Boko Haram. Ce sommet devait notamment proposer à d'autres pays que le Tchad, la Guinée ou le Cameroun l'intégration ou la mutualisation de leurs armées. Et le Nigeria est principalement concerné. Nous ne venons pas le nouveau président prétextant qu'il n'avait pas encore prêté serment. Et le sommet a été renvoyé sine die. En langage juridique comme en langage diplomatique, lorsque vous renvoyez quelque chose sine die, sans date, ça veut dire que l'affaire est terminée. Vous avez écouté l'interview de Luc Michel depuis la capitale du Cameroun, Yaoundé. Les visages de l'histoire russe.